Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quant aux questions de l'apprentissage? Expliquez-nous ça. Mettons que je vous donne une liste de planètes, les planètes du système solaire à apprendre. À nous tous. Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, et on discute et Pluton, sur Pluton. Planète naine. Rétrogradé récemment naine. Rétrogradé, voilà. Il y a eu un rétropédalage. Il y a eu un rétropédalage au niveau cosmique, oui. Combien de temps il va falloir pour apprendre cette liste d'items? On compte qu'il faut à peu près 5 répétitions. Voilà. Il faut que ça rentre. On ne peut pas le faire en une fois. Et ce qui se passe, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le cerveau se reconforme pour garder l'empreinte des notions qu'on est censé acquérir au fil des répétitions. Et en l'an 2000, le prix Nobel de médecine a été attribué à Eric Kandel, un neurobiologiste, qui a découvert un mécanisme biochimique qui s'appelle la potentiation à long terme et qui explique comment le cerveau se reconfigure en réponse à l'apprentissage. En gros, quand vous devez mémoriser une liste de notions, les neurones, vous savez, les cellules nerveuses qui nous permettent de penser, modifient leurs connexions, les fameuses synapses. C'est-à-dire que les liens entre eux se resserrent. La synapse qu'on voit ici se remplit de neurotransmetteurs, qui sont les molécules qui permettent à l'influx nerveux de circuler. Elle grossit et c'est un ciment neuronal qui permet la constitution de réseaux de neurones privilégiés où l'information va circuler et va être garante finalement du maintien de ce concept. Et on considère aujourd'hui qu'il faut un réseau de neurones par concept, par planète en l'occurrence. Alors ce que ça veut dire, c'est qu'il faut la répétition pour produire ce phénomène de potentiation à long terme. Il faut insister. Et donc en classe, il faut passer du temps sur une notion. Le problème, c'est qu'on est loin du compte, c'est qu'aujourd'hui, bien souvent, pas toujours, mais bien souvent, un professeur fait un beau cours, limpide, selon le précepte très cartésien qu'il suffit de comprendre pour apprendre. Et le problème, c'est qu'après tout ce travail de répétition, c'est à charge de l'élève de le produire personnellement, chez lui. C'est les devoirs à la maison, dont on avait compris qu'ils étaient, déjà depuis 1956, qu'ils étaient peut-être à proscrire, mais qui en font un retour en force. Et donc l'élève va devoir faire ça chez lui. Et évidemment, le succès dans cette entreprise va résulter beaucoup de son environnement personnel. C'est-à-dire que si les parents sont pas là, s'il passe son temps devant sa console de jeu, si les parents parlent pas français, les études PISA, vous savez, qui mesure, qui évalue, encore une fois, désolé, les systèmes d'enseignement des différents pays, montrent qu'il va subir en moyenne une perte de 30% dans ses scores d'évaluation des compétences scolaires. Donc ça crée des inégalités. Donc, évitons, essayons peut-être de passer plus de temps sur les notions à l'école. L'apprentissage, c'est à l'école, c'est moins à la maison, peut-être pas du tout à la maison, et ça suppose d'alléger les programmes. Et ça, certaines personnes tirent la sonnette d'alarme depuis longtemps. Alain Lieury, qui travaille sur des programmes de pédagogie dans des académies diverses et variées, a montré par exemple qu'en classe de 6e, on est censé avoir acquis 6000 nouveaux mots. Et quand on fait l'évaluation sur les élèves, on voit qu'ils en ont acquis 2500. Et sur les élèves en difficulté, ça va jusqu'à 1000. Donc le programme semble complètement en disproportion de la réalité cérébrale. Et en 3e, c'est 24 000 nouveaux mots qui sont censés être acquis et c'est 17 000 qui sont acquis réellement. Donc il faudrait peut-être viser des programmes moins pentagruéliques, mais passer le temps de la répétition en classe, à la fois dans un souci égalitaire et dans un souci d'efficacité, pour tenir compte de la plasticité synaptique. Et j'ajouterais, en 1910, il y avait 1300 heures de cours dans l'enseignement primaire. Aujourd'hui, c'est 800. Donc on a diminué de près de 50%. Et qu'est-ce qui se passe? Que font les élèves? Ils passent moins de temps à l'école, donc plus de temps hors de l'école. Et qu'est-ce qu'ils font hors de l'école? En France, on ne sait pas encore trop. Il n'y a pas encore de résultats d'études chiffrées. Mais aux États-Unis, je devine. Mais aux États-Unis, vous pensez bien qu'ils se sont posés la question. Oui. Et donc, ce qu'ils ont vu, c'est qu'en fait, les élèves passent presque 2 fois plus de temps devant des écrans. Ça veut dire télévision, console de jeu, ordinateur, que sur les bancs de l'école. Et le premier résultat que ça a, c'est que ça lacère complètement une capacité cognitive essentielle pour l'apprentissage, qui est la capacité d'attention soutenue. L'attention soutenue, c'est les lobes frontaux à l'avant du cerveau qui sont capables d'orienter tout le fonctionnement du cerveau pour dire maintenant il faut passer du temps pour mémoriser ça, maintenant il faut suivre un raisonnement en plusieurs étapes sur plusieurs minutes. Et ça, c'est les lobes frontaux qui le font. Et quand on est soumis à des stimulations très rapides, comme ça peut être le cas à la télévision ou sur des consoles de jeu, et très intenses, ça produit ce qu'on appelle une attention exogène. C'est-à-dire que l'attention est pilotée par les stimulus extérieurs. Et une fois que ça s'éteint, le cerveau doit faire ça tout seul et il n'y arrive pas. Un chiffre, à 11 ans, 1 heure de télévision quotidienne double le risque de présenter des troubles de l'attention. Pareil pour 2 heures de jeux vidéo. Donc je crois que là, il faut tirer une sonnette d'alarme et prendre en compte cette réalité cérébrale pour protéger peut-être les enfants de tout ce qui brise les capacités attentionnelles.
Donc, on parle beaucoup augmenter le nombre d'enseignants, les moyens c'est très bien, mais il faut savoir comment on fait de l'apprentissage. Et là, je pense qu'il faut effectivement peut-être réduire les programmes, s'assurer que les connaissances sont bien ancrées. Et il y a des moyens de suivre. Je préfère dire suivre que de l'évaluer. Il y a des moyens de suivre chez un élève combien il lui faut de répétitions pour acquérir ces concepts. Et puis dire aux enfants et à leurs parents que la capacité attentionnelle, qui est le socle de l'apprentissage, elle est très fragile à cet âge et qu'elle est mise à mal par l'environnement hyper stimulant auquel ils sont soumis dès qu'ils sortent de classe.